Continuons avec la partie clinique de la primo-infection. Je pense qu'on a déjà parlé de toutes ces informations, mais ça sera mieux de les rejoindre, de les regrouper dans un seul diapo. Donc, comme on a dit, la primo-infection, c'est la stade précoce de développement de la maladie. Donc, c'est la première fois où le patient il était infecté par le virus. Elle se traduit par des symptômes voisins à ceux de maladies virales bénignes. Bon, comme n'importe quelle maladie virale bénigne, comme le grippe, par exemple, des symptômes dits grippales, donc des fièvres, par exemple, des fatigues, etc. Donc, les principaux signes apparaissent après 1 à 6 semaines après la contamination, puis elles se disparaissent en quelques semaines. Donc, on a un état, ce qu'on appelle la pseudo-grippale, comme on a dit, de fièvre, du myalgie, etc., du mal un petit peu au niveau des articulations. Parfois, on trouve des éruptions cutanées, plus rarement une dysphagie qui est, ou, qui est causée par une candidose buccale. Donc, à ce stade, le sujet il est contaminé par le virus et il est susceptible de transmettre la maladie. La virémie, après, elle va augmenter rapidement, qui pouvant atteindre 1 million de copies par millilitre et peut diminuer ensuite. Le taux de lymphocytes T va diminuer puis augmenter parallèlement à l'évolution de charge virale. Donc ça, c'est inversement proportionnel. Plus on a de charge virale, moins on aura de quantité de T4 actifs. La séroconversion, c'est-à-dire l'apparition des anticorps anti-HIV, se produit au bout de 6 à 8 semaines. Donc, au bout de ces 6 à 8 semaines, 3 mois maximum, le patient il est séronégatif. Donc, les tests de JGG et IgM, ils vont sortir négatifs au laboratoire. Elle est mise en évidence au cours de la sérodiagnostic. La séropositivité, correspond au résultat positif. Donc, lorsque le patient, on dit, il sort positif dans les tests de JGG et IgM au laboratoire. Là où le sérodiagnostic pratique peut et il est pour diagnostiquer une maladie spécifique dans la vie tous les jours ou en sachant que la maladie diagnostique est le sida. Donc, rien de nouveau ici. On continue vers la deuxième phase, qui est la phase asymptomatique, qui est, comme on a dit, une durée variable selon les patients. Cette phase peut durer plusieurs années, maximum de 15 ans, ça peut finir après 1 an, où il n'y a aucun signe clinique qui se manifeste. La virémie ici, elle est faible, mais le virus continue à se répliquer dans les organes lymphoïdes. Le taux des effecteurs, les anticorps et les lymphocytes cytotoxiques reste élevé. Donc, le corps, ici, dans cette phase, il continue et il essaie de se défendre contre le virus. Cependant, le nombre de lymphocytes T4 commence à se diminuer. Chez 10% des personnes séropositives, la phase asymptomatique est pratiquement longue, comme on a dit, plus que 10 ans, qui peut arriver jusqu'à 15 ans. La virémie, elle est très basse pendant cette période. On n'a pas une charge virale qui est très élevée et le virus n'envahit pas les ganglions. Il reste dans les lymphocytes T. La réaction immunitaire, elle est toujours maintenue lors de cette phase. Passons vers la troisième phase, la plus dangereuse, qui est la phase de sida déclaré. Là, cette étape, elle est procédée d'une étape dite pré-sida, au cours de laquelle le taux de lymphocytes et des anticorps diminue et la virémie augmente lentement. Le malade présente des manifestations mineures persistantes comme fièvre, diarrhée, candidose, buccale ou vaginale, mais qui sont des infections persistantes. Ce n'est pas comme au cours de la primo-infection, c'est 4 ou 5 jours, après ça passe. Là, ce sont des manifestations permanentes. Puis le malade entre dans le stade de sida qui conduit à la mort en moyenne de 2 ans des patients. Ici, on parle en absence de traitement. Les signes cliniques dans cette phase, ce sont majoritairement des troubles digestifs, du diarrhée, etc., amaigrissement du patient, de fatigue intense. On a encore des infections opportunistes, comme on a dit, les candidoses, les toxoplasmoses, de tuberculose, de pneumocytose, etc. Là, c'est vraiment une liste très, très longue des virus et des parasites et
des fungus. La phase SIDA, comme on a dit, on a les signes cliniques. Ici, ce qu'on a montré dans le diapo avant, mais c'est d'une manière plus grande. Ce sera plus facile à vous pour les étudier. On a même dans cette phase des cancers relatifs au VIH qui peuvent se développer sous un grand risque. Diagnostic, comme on a dit, le diagnostic tout d'abord le plus facile, le moins cher, le plus rapide, c'est le diagnostic ELISA, où on teste la détection des anticorps ou la présence des antigènes virales. La limitation, on a la fenêtre silencieuse après la contamination qui peut rester jusqu'à 2 ou 3 semaines selon les cas où le patient, comme on a dit, il va sortir négatif dans ce test. On a encore des faux positifs fréquents, surtout chez des populations où la séroprévalence elle est faible. Donc, dans les pays où on a vraiment peu de personnes infectées par le VIH, c'est pour ça, en laboratoire, en protocole de laboratoire, lorsque le patient il sort positif en ELISA, on demande directement un test de vérification, un test supplémentaire de PCR pour vérifier ses résultats. Après, on a la technique de Western blot. Donc, la technique Western blot, c'est un petit peu comme la technique d'ELISA. Donc, il y en a des différences, bien sûr, mais pour vous, vous pouvez la prendre de la même manière. Je ne veux pas vous rentrer dans des détails de diagnostic et de laboratoire. Donc, elle a les mêmes limitations, la fenêtre silencieuse, comme l'ELISA. Donc, c'est une technique qui se base à la détection des protéines virales. Après, la technique la plus précise et, pour détecter le virus, c'est la technique de PCR. Donc, comme c'est un virus ARN, on fait une PCR, RT-PCR, une reverse transcriptase. Je pense que vous l'avez étudié dans le cours de génétique. Je vous rappelle, si vous n'avez pas pris ce test-là, c'est la PCR. Je vous en prie de me dire pour que je l'explique dans un vidéo à part. Parce que sinon, elle va prendre beaucoup de temps ici pour la faire expliquer. Donc, j'ai déjà demandé ça de vous la dernière fois. Comme personne ne l'a demandé, je vais dire que vous avez déjà eu ce cours de PCR. Ici, les différentes familles des traitements. Alors, vous voyez, on a 5 familles, bon, même plus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 familles de traitements. On choisit 3 principes actifs de 3 familles différentes pour le faire combiner, pour faire le traitement en trithérapie. Donc, comment agissent ces médicaments? Cette schéma, elle nous montre ça d'une manière plus claire. On a tout d'abord les inhibiteurs de fusion. Alors là, ils vont agir pour bloquer l'étape de fusion. Après, on a les NRT1, les NRTI, 1. Ce sont les inhibiteurs de la transcriptase inverse. Donc, ce sont les molécules les plus efficaces puisqu'ils vont attaquer une protéine, une enzyme qui n'est pas nécessaire pour la cellule, ce qui va diminuer, si vous voulez, les effets secondaires. Après, on a les anti-CCR5. Donc, on va bloquer la CCR5, la protéine CCR5. Et si on bloque cette protéine, le virus, il se retrouve à l'extérieur de la cellule et il va trouver des difficultés pour entrer à l'intérieur de la cellule. Après, on a les anti-intégrases, donc comme les NRT, les inhibiteurs de la reverse transcriptase, sont des molécules très efficaces comme ils agissent sur des protéines spécifiques de virus. Après, on a les antiprotéases encore. On essaie d'inhiber les protéases virales afin de ne pas couper cette grande protéine et par la suite, on inhibe la libération des nouveaux virus. Donc, vous voyez ici la compréhension du cycle viral de l'HIV. Elle nous a aidés, a été cruciale, afin de développer des agents antiviraux. Donc, si vous avez remarqué, dans chaque